Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast 300% Sport et une nouvelle vidéo, la troisième et la dernière sur cette édition 2022 du Tour de France, une édition particulière et spectaculaire sur laquelle on va revenir avec bien évidemment le classement général ou encore les hommes forts, les moments forts. Il y en a un bien évidemment qui va nous revenir en tête très rapidement et qu'on va évoquer de suite. Mais bien sûr, voilà, encore une fois, la grande boucle a fait son effet sur les routes, que ce soit au Danemark ou en France, pour les télévisions, pour les spectateurs, les téléspectateurs. On a adoré et encore une fois, la grande boucle nous a régalé. C'est notre bain de jouvence durant cet été, à chaque fois, enfin durant tous les étés. Et encore une fois, justement, le Tour de France nous a régalé. Et on a déjà hâte à l'année prochaine avec certainement un nouveau duel alléchant entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Bien évidemment, on va revenir et expliquer un petit peu pourquoi cette édition elle est particulière et pourquoi elle a été encore plus spectaculaire que les années précédentes. Mais avant tout, on va revenir sur la victoire d'un certain Christophe Laporte. Il a été énorme, énorme, le coureur de la Jumbo-Visma. Il a évité à la France une immense bévue parce que la France elle est revenue Fanny avec aucune étape à seulement deux reprises en 1926 et en 1999. Donc imaginez bien sur 109 éditions, ça aurait pu faire une nouvelle tâche côté français. Mais finalement, à Cahors, Christophe Laporte a écrit son histoire. Il est devenu le sauveur de la patrie française. Alors que franchement, une victoire semblait hypothétique après les trois étapes de montagne des Pyrénées. Le terrain ne semblait pas vraiment y prêter, avec bien sûr deux sprints à Cahors et aux Champs-Élysées et un contre-la-montre à Rocamadour. Mais justement, ce contre-la-montre à Rocamadour, eh bien, Wout van Aert il voulait se préserver justement donc pour ce contre-la-montre, et il a laissé sa chance à son poisson pilote habituel, Christophe Laporte. Il le lui a dit de ses mots à 100 km de l'arrivée, et du coup, lui, il en a profité plutôt pour protéger Jonas Vingegaard dans le final assez tortueux de Cahors. Et donc voilà, Christophe Laporte, il en a profité. Et justement, on va compter un petit peu ce final très particulier où Wout van Aert protège Jonas Vingegaard à 5 km de l'arrivée donc, tout en emmenant en troisième position Christophe Laporte. Il est en troisième position, Christophe Laporte. C'est donc Van Aert qui emmène Vingegaard et le Français. Une échappée est située 10 secondes devant. Elle s'était formée 30 km plus tôt à peu près, composée de Fred Wright, Jasper Stuyven et Alexis Goujard. Le Belge, le maillot vert, s'écarte à 3,5 km, puis ce sont les équipes de sprinteurs qui prennent leurs responsabilités, et le relais de ce diable belge, la Lotto Soudal et la Total Energy, le final tortueux, comme je l'ai dit tout à l'heure, provoque des cassures dans le peloton et laisse une chance aux trois échappés. Les équipes de sprinteurs ont du mal à revenir, mais un homme tente de boucher le trou, c'est le Polonais Maciej Bodnar. Un homme est très très bien placé, c'est Christophe Laporte, peut-être trop bien placé pour un sprint massif, mais derrière Christophe Laporte, il y a un trou, et du coup, il va en profiter pour aller faire le jump. Il y a un trou à moins de 2 km de l'arrivée, il fait le jump sur les échappés, et il va profiter de l'accélération du Britannique de la Bahreïn Victorious Fred Wright, et du travail derrière de Jasper Stuyven pour maintenir une certaine avance. Les équipes de sprinteurs ont du mal à revenir, la Alpecin notamment. Il lance donc son sprint à 600 mètres de l'arrivée, le peloton est toujours autant désorganisé, et il l'emporte devant le Belge Jasper Philipsen. Une victoire mythique, une victoire historique pour lui, bien évidemment. Il met fin à 38 étapes de disette sans victoire tricolore sur le Tour de France. C'est pour dire, la dernière victoire c'était Alaphilippe à Landerneau lors de la première étape du Tour de France 2021, donc c'est pour dire. Et bien sûr, voilà, cet homme-là, il est apprécié du peloton. On a entendu après l'étape, par exemple, Florian Sénéchal, son coéquipier en équipe de France, ou encore d'autres coéquipiers. Je crois que c'était Jonas Vingegaard notamment. Voilà, c'est une victoire merveilleuse, et Christophe Laporte, à l'instar de d'autres coureurs qui ont remporté des étapes, je pense à Hugo Hull, est apprécié dans le peloton. Et bien sûr, voilà, cette victoire, c'est la confirmation d'une progression impressionnante. Il faut rappeler que l'année dernière, il était chez Cofidis en 2021, mais voilà, il a été repéré
par l'équipe Jumbo. Pourquoi? Parce que il a eu de très bons résultats, sixième de Paris-Roubaix, deuxième d'à travers la Flandre, il y a eu 4 victoires autrement. Et en 2022, du coup, il signe chez Jumbo et il passe un cap, notamment grâce à la préparation minutieuse de l'équipe hollandaise. Et du coup, il remporte une étape à Paris-Nice où il y a un triplé Jumbo. Magnifique entrée en lice. Accélération aussi, il me semble, c'était de Van Aert et Roglic. Laporte suit très bien. Et donc, Christophe Laporte s'impose derrière lors de la première étape de Paris-Nice. Il a quand même aussi terminé deuxième de deux belles courses belges, le Grand Prix E3 et Gand-Wevelgem. Sinon, il avait aussi profité de l'absence pour Covid de Wout van Aert sur le Tour des Flandres pour aller chercher un top 10. Il était le leader, il a quand même fait un beau top 10 et voilà qu'il remporte une étape du Tour de France. La Jumbo lui a rendu tout le travail qu'il a accompli. Poisson pilote de Van Aert, on l'a vu pendant toute cette grande boucle, qui a allé dans les échappées, même dans les étapes de montagne, pour avoir un coup d'avance. Et forcément, la pleine illustration de ce travail, c'est quand il lance Roglic et Vingegaard dans la descente du Télégraphe à l'entame du Galibier. Et puis ensuite, ces deux leaders vont attaquer six fois le Slovène, qui sera ensuite tellement entamé dans le granon qu'il va subir une hypoglycémie et lâcher ce maillot jaune. C'était quand même le très grand moment de cette grande boucle. On en a parlé dans la vidéo précédente. Allez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Bien sûr, on va passer au bilan des Français, bien évidemment. Une victoire d'étape, une quatrième place au général. C'est un bon bilan, donc pour nos tricolores. Depuis le Tour de France de rêve de 2019, 3 victoires d'étape, 14 jours en jaune pour Alaphilippe, une cinquième place au général. On ne va pas se mentir, la France, elle était en difficulté sur la grande boucle. En 2020, il y a 2 belles victoires d'étape d'Alaphilippe et de Nance Peters. Lors de la première semaine, puis plus rien, on n'est plus vraiment acteur. Et malheureusement, en général, on n'est pas dans le coup. Romain Bardet abandonne. Et il y a seulement, entre guillemets, une 11e place au général de Guillaume Martin à quand même 17 minutes. C'est énorme. En 2021, une victoire d'étape d'entrée. C'est la fête. Mais c'est que lors de la première étape. Enfin, c'est que lors de la première étape. C'est surtout la suite qui va poser problème puisqu'il n'y aura plus rien. Là aussi, on ne va plus être acteur. Pareil au général. Pogacar écrase tout. Et nos Français ne sont pas au rendez-vous. Julien Alaphilippe lâche assez vite son maillot jaune, d'ailleurs dès la deuxième étape. Et voilà, on termine huitième au général grâce à Guillaume Martin à 15 minutes 30. David Gaudu avait connu un coup de moins bien, il était 11e, donc c'était vraiment compliqué ces 2 dernières années. Mais en 2022, le bilan est quand même bien meilleur. Une magnifique victoire d'étape donc de Christophe Laporte. Pourquoi? Car elle était vraiment inattendue et car elle a eu lieu à seulement 3 jours de l'arrivée. Enfin, le vendredi, donc même peut-être 2 jours de l'arrivée si on veut. 19e étape, voilà, cette victoire, elle était vraiment, vraiment voulue par tout le peuple tricolore et elle a été obtenue à la surprise générale par le coureur de la Jumbo. Et quand même, aussi au général, on était vraiment dans le coup. On a joué avec les grands dans les étapes de montagne. Donc voilà, Romain Bardet et David Gaudu ont joué avec les tout grands, même si bien évidemment Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard étaient bien au-dessus, on a vu avec les écarts au général. Mais voilà, Romain Bardet, David Gaudu, voilà, 2 hommes, deux Français dans le top 7, c'est fantastique, c'est très très bien. On a eu la chance de les avoir parce que sinon, voilà, lors des 2 dernières années, on n'était pas dans la lutte pour le général. Et avoir un Français dans le top 5, c'est vraiment très très bien et ça fait plaisir. C'est quand même la meilleure performance française au général depuis la 3e place de Romain Bardet en 2017, grâce à David Gaudu, donc quatrième. Sinon, voilà, on peut aussi quand même souligner les 6 podiums d'étape. 2 pour Laporte, un pour Gaudu, un pour Bardet, un pour Pinot et Madouas. C'est quand même pas si mal. On n'était pas loin de l'emporter. Bon, voilà. C'est toujours ça de prix, une victoire d'étape. Et 6 podiums, c'est quand même pas si mal. On n'était pas non plus totalement à la rue avant cette fameuse 19e étape. Sinon, il faut quand même souligner le bilan des équipes. Certaines équipes françaises ont montré de très beaux visages, je trouve. Groupama FDJ qui a vraiment montré ce collectif soudé autour de Goju
et qui a certainement permis à David d'être quatrième du général, tout simplement. Un collectif soudé qui a fait plusieurs podiums d'étape et qui, par exemple, aurait pu l'emporter si Thibaut Pinot était à 100% de ses moyens, parce qu'il était dans les coups. Le franc-comtois, bon, il était un petit peu loupé des fois, mais parce qu'il en manquait un petit peu. Elle a quand même réussi à construire donc tellement bien un collectif qu'elle a permis à des coureurs comme Stephen Kung, Madouas, Storer, Pinot d'avoir des bonnes sorties de temps à autre, car David était tellement bien accompagné. On peut penser bien évidemment aussi dans la plaine à Antoine Duchesne, à Olivier Legac, et je pense j'en oublie un autre, mais voilà, donc cette équipe, elle était vraiment très bien armée. Elle a confirmé en terminant aussi deuxième du classement par équipe. On peut penser aussi sinon à AG2R Citroën, qui a connu d'immenses difficultés, notamment parce qu'elle finit seulement avec trois coureurs ce Tour de France. Mais il y a une victoire d'étape. Cette équipe Renault avec le succès, on se souvient de la victoire de Nance Peters. Cette fois-ci, c'est un luxembourgeois, Bob Jungels. On en reparlera tout à l'heure, mais c'était une magnifique victoire d'étape de, de Bob Jungels. Sinon, Arca Samsic aussi a été très solide autour de Nairo Quintana, mais a aussi voilà, tenté sa chance dans les échappées avec Warren Barguil. On s'en souvient bien évidemment au Gardon parce qu'il était quand même assez proche de l'emporter. On peut aussi penser bien évidemment à Mathis Louvel, Connor Swift et consorts. Hugo Hofstetter a aussi tenté sa chance dans les sprints et il a pris beaucoup d'expérience parce que voilà, faire pas mal de top 10 dans les sprints, ça apporte quand même pas mal d'expérience et Hofstetter a tenté sa chance. C'est pas un monde facile et il s'y est frotté. Son gabarit est assez petit, mais il s'y est frotté. Et il a quand même voilà, réalisé de bons top 10 alors que Nasser Boigny était absent par exemple pour l'équipe Arca Samsic. Et Cofidis aussi a porté le maillot à poids de la 9e étape à la 19e étape, à la 18e étape, pardonnez-moi. Enfin, ils l'ont porté jusqu'à la 21e, mais ils l'avaient de la 9e à la 19e étape, grâce donc, à l'allemand Simon Geschke. Bon, voilà, ils l'ont défendu, et donc ils sont allés pas mal dans les échappées, on les a quand même bien vus. Malheureusement, voilà, il y avait des coureurs qui n'étaient pas vraiment en forme. On peut penser à Izaguirre notamment. Pérez aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Enfin bref, c'est pas non plus un pur grimpeur, mais on aurait aimé un peu plus le voir. Et aussi Victor Lafay a abandonné, mais surtout Guillaume Martin, qui sortait de bons classements au général. Et donc voilà, l'abandon de Guillaume Martin dû au Covid, ça a fait quand même assez mal. Et quand même, donc voilà, ce bon bilan côté français, deux Français dans le top 7 du général, une victoire d'étape, 6 podiums d'étape, des équipes françaises qui se sont montrées. Voilà, le tout, c'est avec les absences quand même d'Alaphilippe, 6 victoires d'étape, 20 jours en jaune, maillot à poids, Arnaud Démare, 2 victoires d'étape, 8 sur le Giro, triple champion de France, de Rémi Cavagna, vainqueur d'étape sur la Vuelta, champion de France en ligne et en chrono, de Brian Cocard, de Nasser Boigny, je vais même pas dire leur palmarès, même de Bruno Armirail qui était vraiment très en forme, parce qu'il a été champion de France sur le chrono. Donc beaucoup d'absences de non-sélection avant de très bons coureurs français du peloton. Voilà, il y a quand même eu aussi des abandons de Warren Barguil. Pour revenir, voilà, c'est 2 victoires d'étape en 2017, maillot à poids, donc de Guillaume Martin à cause du Covid. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait 2 bons classements généraux avant, il a été 8e en 2021, maillot à poids de la Vuelta aussi, Vuillermoz, vainqueur d'étape à Mur de Bretagne en 2015, Victor Lafay, vainqueur d'étape sur le Giro. Voilà, ce sont quand même de très beaux noms et ils ont abandonné. Il y a quand même eu certaines méformes de coureurs qui sur les classiques ou par le passé ont brillé. Je pense à Anthony Turgis, Florian Sénéchal, Benoît Cosnefroy, Pierre Roland, Burgodeau, Franck Bonamour, voire même Thibaut Pinot. Ce sont des coureurs qui, pour différentes raisons, ont contre-perfé ou ont connu des méformes. Et il faut aussi quand même dire que le contingent français, c'était le plus faible au XXIe siècle. Donc ça, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu tant que ça de Français. Donc en conclusion, pour en terminer avec nos tricolores, voilà, je voulais dire que malgré toutes les circonstances, la France, elle a montré un beau visage d'elle-même. La question de savoir quand un Français allait gagner une étape a été pesante, hein, vraiment. Mais Christophe Laporte l'a résolu avec brio.
Les grimpeurs tricolores Gaudu et Bardet ont joué dans la cour des grands. Donc voilà, je reprends tout ce que j'ai dit un petit peu. Et voilà, ils ont compté sur de belles équipes à leur côté. Avoir aussi, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que la France est la nation la plus représentée dans le top 15 du général. Quatre éléments avec donc Godu, Bardet, Madouas qui a été rayonnant, qui a été énorme. C'est vraiment notre coup de cœur côté français. Même bien évidemment David Godu, mais quel équipier ce Valentin Madouas et on l'a adoré. Et Thibaut Pinot, 15e. Donc avoir 4 coureurs dans le top 15 du tour le plus rapide de l'histoire, quand même, il faut le rappeler. Très spectaculaire aussi, avec le duel Vingegaard-Pogacar. C'est vraiment un exploit. Et aussi, les équipes françaises ont donc plutôt montré un beau visage. Donc le bilan côté français, il est bon pour cette édition 2022. On va passer maintenant, bien sûr, à Jonas Vingegaard qui a vraiment été énorme. C'est un grand vainqueur, un très beau vainqueur. Le deuxième vainqueur du Tour danois, vainqueur du Tour de France après Bjarne Riis en 1996. Bon, il y a quand même petit bémol, c'est que lui a avoué qu'il a été dopé en 1996, mais il reste vainqueur car les faits ont été prescrits. Bon, ça, c'est une autre affaire. On va pas en parler. Et bien sûr, il offre le premier succès sur le Tour de France à l'équipe de la Jumbo-Visma, ancienne Rabobank, il faut s'en souvenir, et ancienne Belkin par exemple. Il a fait oublier les déboires de Roglic. En 2020, Jonas Vingegaard, voilà, il y avait une certaine pression chez Jumbo, et lui, il a réussi à la tenir et aller chercher une magnifique victoire sur le Tour de France. Quelques éléments pour démontrer que sa victoire elle a été fantastique, fantastique, car avant ce Tour de France, Pogacar, double tenant du titre, semblait imbattable, ce qui se confirmait un petit peu quand même avec sa grande première semaine, déjà 40 secondes d'avance sur tous ses opposants. Il était aussi éclipsé par le duel de Slovène, du coup entre Pogacar et Primoz Roglic, avant le Tour de France, parce que les deux gagnaient leur course de préparation. Le Tour de Slovénie pour Tadej, le Critérium du Dauphiné pour Primoz, alors que quand même lors de cette course tricolore, Vingegaard était peut-être certainement plus fort par rapport à Roglic. Donc son succès semblait très loin, très très loin d'être acquis pour Jonas Vingegaard. Et bien sûr, lors de cette mythique étape du Granon, il a été le premier à renverser l'ogre Pogacar sur les routes françaises. C'est quand même un exploit retentissant. Et quand il avait le maillot jaune, il a toujours semblé très terre à terre, très serein, malgré l'importance de cette tunique pour son équipe notamment. Mais aussi les incidents de course, crevaison sur les pavés, vous vous en souvenez. Bon, il y a eu un petit peu de stress, mais ensuite ils ont plutôt bien rétabli la situation. La chute sur la 15e étape qui emmenait les coureurs à Carcassonne. Et aussi la belle frayeur dans la descente du col de Spandel où il a frôlé la correctionnelle. On pourrait même rajouter la descente, les derniers virages qui emmenaient vers Rocamadour, où il s'est fait une belle frayeur quand même. Mais voilà, il a quand même été assez serein et finalement il a réussi à remporter ce Tour de France en affichant une très belle du coup sérénité. Il a toujours aussi répondu présent aux attaques de Tadej Pogacar. Il y en a eu énormément, en montée notamment, à l'Alpe d'Huez, dans la montée Laurent Jalabert à Mende, à Foix, dans le port de Lers, à Péragude, à Hautacam, dans le col de Spandel, enfin, avant plutôt, dans le col de Spandel. Voilà, il a toujours répondu présent, il n'a jamais montré de signe de faiblesse. Au contraire, il a remporté l'étape la plus dure des Alpes, le Granon, et l'étape la plus dure des Pyrénées, Hautacam. Il a un appétit d'ogre, un peu comme on l'avait vu avec Pogacar l'année dernière, quand il a remporté les deux étapes des Pyrénées, notamment l'une d'entre elles à Luzardiden. Voilà, cette nouvelle génération, elle est impressionnante. Quel appétit d'ogre, et on l'a vu sur le contre-la-montre de Rocamadour, il pouvait tout perdre, et finalement il a failli gagner ce contre-la-montre, il termine avec 19 secondes de retard sur Van Aert, euh, alors qu'il s'arrête sur la montée finale, sur la ligne droite qui emmène à la ligne d'arrivée. Il devait gagner ce contre-la-montre, mais il s'est fait une telle frayeur lors de la descente qu'il a même plus pris de risque en fin de compte. Voilà, ce jeune homme, il est tellement fort, il a 25 ans. S'il n'a pas le punch de Pogacar, il a montré qu'il était quand même le meilleur grimpeur, qu'il était meilleur grimpeur que le Slovène sur cette édition. Il possède toutes les qualités, meilleur grimpeur, super rouleur, il a un bon punch, il a quand même, il faut le souligner, il a
un mental d'acier. Et enfin, il a vaincu son stress. Ce stress qui l'handicapait. Par exemple, il n'avait pas réussi à dormir parce qu'il était une leader du Tour de Pologne, pour vous dire. Donc voilà, il a vaincu son stress et c'est un jeune homme métamorphosé, 25 ans, qui est apparu sur cette édition. Il était acclamé à Copenhague et c'est vraiment un super type. En tout cas, il semble très humble et vraiment, on espère que ça va faire taire tous les détracteurs de ceux qui détestent le vélo à cause du dopage, qui ont vu le dopage dans les années 90-2000. Parce que voilà, c'est une nouvelle génération et on espère que tout ce qu'ils disent, là, les Jumbo Visma, Van Aert et Vingegaard, c'est vrai parce que voilà, on n'a pas envie de douter d'eux. Ça, c'est une évidence. On n'a surtout pas envie d'apprendre euh, des, des terribles nouvelles pour le cyclisme. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui combattent contre le dopage et donc on n'a surtout pas envie d'apprendre ça. Voilà, on a surtout envie de dire et de conclure sur Vingegaard, c'est un super vainqueur et franchement, ce tour il a été particulier grâce à lui aussi, grâce à Van Aert, grâce à Tadej Pogacar, mais Jonas Vingegaard il a été ultra solide et voilà, et pour avoir du spectacle, il faut un attaquant et quelqu'un qui répond. Et sans lui, il n'y aurait pas eu de spectacle parce que Tadej Pogacar aurait été seul au monde. Mais Tadej Pogacar n'est plus seul au monde. Il est sur la même planète qu'un certain Jonas Vingegaard. Et même cette année, il est même pas sur la même planète que le Danois qui était au-dessus de tout le monde. Si l'année dernière, Pogacar avait mis 5 minutes à Vingegaard, cette année, c'est le Slovène qui a mis 3 minutes 30 à Pogacar. Bref, c'est un super vainqueur. Franchement, un grand bravo à Jonas Vingegaard. Il est plus spectaculaire quand même qu'un Chris Froome qu'un Geraint Thomas. Mais voilà, franchement, un grand bravo à Jonas Vingegaard. Et donc, il y avait un grand duel avec, Tadej Pogacar, avec Vingegaard, pardonnez-moi. C'est donc Tadej Pogacar qui s'est battu avec le Danois. C'est sa première défaite sur le Tour de France en 3 participations. Pourquoi Pogacar a été battu? Certainement parce que des membres de son équipe ont été décevants. Hirschi, Soler, Bennett pour différentes raisons. Soler a été malade, il me semble que Bennett a eu le Covid. Mais donc tactiquement, son équipe a donc été limitée et donc dominée par la Jumbo. Il a certainement donné aussi beaucoup d'énergie en première semaine, alors que ses adversaires étaient plus dans le calcul, calculaient vraiment leur coup de pédale. Et bien évidemment, son hypoglycémie dans le col du Granon lui a coûté cher, mais on a certainement un élément de réponse. Il aurait dû laisser partir Primoz Roglic, qui était assez déjà loin en général, près de 3 minutes. Dans le galibier, il aurait dû le laisser partir pour éviter de répondre à cette attaque des leaders de la Jumbo dans cette même ascension. Ça lui a coûté énormément d'énergie, mais voilà, ce n'était pas l'accident du Granon qui lui a fait perdre ce Tour de France, puisqu'on l'a vu à Otaka, et sur le chrono qu'il était quand même moins fort sur la durée que Jonas Vingegaard. Voilà, cette défaite pour Pogacar quand même, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien pour lui, hein, quand même, il faut le reconnaître. Il avait l'occasion de faire le triplé, donc ça n'arrive pas tous les jours. Ça, c'est un peu plus pour le mal. C'est le premier échec de sa carrière sur un grand tour, parce que voilà, la Vuelta, il termine troisième lors de sa première Vuelta, mais il monte déjà sur un podium. Mais maintenant qu'il a fait 2 fois premier, ça semblait tellement facile, c'est que ça ressemble quand même à un petit échec, mais il s'y est fait. Et voilà, même tout à l'heure, il montait sur le podium avec un super sourire. Donc il a appris et il a vu qu'il a un super concurrent et ça va vraiment le motiver pour les années à venir quand même. Et voilà, je pense que sa position de deuxième l'a certainement fait gagner en popularité, car on attendait vraiment avec impatience ses attaques. Et voilà, il a attaqué sur tous les terrains, quoi. Il a attaqué même lors de la 19e étape à Cahors, et surtout lors de la 21e aux Champs-Élysées, alors que Geraint Thomas et Filippo Ganna tentaient une attaque pour la Ineos. Et bien de l'autre côté de la route, il y avait un Tadej Pogacar qui attaquait, qui lâchait tout le monde. En tout cas, hein, provisoirement, bien évidemment, mais voilà, c'est incroyable, ce gamin, il est impressionnant, et franchement, même s'il a perdu, je pense qu'il a gagné beaucoup de fans sur cette édition de Tour de France, avec toutes ses attaques. Il en a fait plus d'une quinzaine
la deuxième partie du tour. Et franchement, c'était un régal de voir Tadej Pogacar sur ce Tour de France. C'était franchement superbe. Sa joie de vivre, bien évidemment. Et son fair play envers Jonas Vingegaard. Il a montré qu'il était humain en affichant ses limites, bien sûr. Et donc voilà, franchement, Tadej Pogacar, il a fait un super visage, même s'il a perdu. On va dire c'est un beau perdant parce que voilà, tout ce qu'il a fait, toutes ses attaques et tout ce qu'il a pris avec le sourire, franchement, c'était superbe. Et malgré sa deuxième place, il faut quand même souligner que son bilan il reste très honorable. 3 victoires d'étape, une à Longwy, une sur la super planche des belles filles, une magnifique victoire, et une aussi à Peyragudes. Et bien évidemment, c'est son troisième maillot blanc de suite. Donc un grand chapeau à Tadej Pogacar. On va passer maintenant au troisième de ce Tour de France. C'est Geraint Thomas, le meilleur du reste du peloton, et lui résume parfaitement sa situation. On va justement le citer dans le texte. Avec ces deux-là, devant moi, il n'y a pas grand-chose de plus que je pouvais faire, mais c'est sympa d'être le meilleur des autres. Voilà, il a parfaitement résumé sa situation. Voilà, quel Tour de France quand même de Geraint Thomas. Il faut aussi souligner que le contre-la-montre de Rocamadour a parfaitement illustré la hiérarchie des grands hommes de ce Tour de France. Voilà, j'en ai bien évidemment souligné 4. Van Aert, Vingegaard, Pogacar, Thomas. Il y avait un spécialiste, Philippe Ogana, qui était 10 secondes derrière les 4. Mais voilà, autrement, ils étaient loin derrière les autres. Ils étaient plus forts que tout le monde, ces 4-là. Et Geraint Thomas était quand même, voilà, entre eux, on va dire, par exemple, la planète Mars des extraterrestres et la planète Terre du reste du peloton. Bravo, bravo à Geraint Thomas. C'est son troisième podium après sa victoire en 2018 et sa deuxième place en 2019 sur le Tour de France. Lui aussi, plutôt lui revient de loin. Il était absent en 2020 et surtout 41e en 2021. Et même son équipe avançait plus les noms de Yates et de Martinez comme leader au général. Donc il n'y avait pas une super confiance pour Ineos. Mais lui, il a été très très bon. Il a été exemplaire. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait parler sa constance irréprochable en montagne. Quatrième des favoris à la super planche. Quatrième au Granon. Troisième des favoris à l'Alpe d'Huez. Troisième des favoris à Peyragudes. Troisième des favoris à Hautacam. Donc franchement, un grand bravo à Geraint Thomas, qui a été énorme. C'est le seul sous la barre des 10 minutes avec Vingegaard et Pogacar. Et je voulais quand même souligner ce top 5 où on peut voir que les différents âges, Vingegaard 25 ans, Pogacar 23 ans, Thomas 36 ans, Gaudu 25 ans, Vlasov 26 ans. Donc il était de loin le plus vieux, mais il a de loin fait parler le plus son expérience dans les moments chauds. Petit bilan du top 10. Avant de changer de thème, quatrième Godu, voilà, on va en reparler un petit peu. Très constant, il a géré ses montées à la perfection. Il a profité d'une groupe PAMA FDJ à son service et en forme. Donc voilà, un très bon Tour de France pour David Godu. Il n'a pas connu le coup de moins bien le jour 100 du Tour de France 2021 et du Critérium du Dauphiné en 2022. Sa progression, elle aussi, elle est fulgurante. 11e du coup en 2021, 4e en 2022. Et comme l'a dit Marc Madiot, on espère voir du grand David Godu dans les années à venir. Cinquième, Alexander Vlasov, surprenant cinquième parce qu'il a chuté en début de tour et sa chute elle l'a handicapé d'entrée, mais sa réaction en dit long sur son potentiel au coureur de la Bora Hansgrohe. Ses qualités en chrono lui ont même permis d'accrocher donc un top 5 aux dépens du sixième du général Nairo Quintana, lui qui a été impressionnant sur le Granon et sur le mur de Péguerre, mais il a craqué à Hautacam et a manqué le top 5 de peu. Septième, Romain Bardet, voilà, on en avait parlé, c'était l'un des favoris pour peut-être aller chercher un podium ou en tout cas un top 5. Il a craqué, il était quatrième en début de semaine, il a craqué dès la première étape pyrénienne, mais il a bien réagi à Peyragudes en allant dans l'échappée et en terminant juste derrière Geraint Thomas. Il a conservé quand même un bon classement et il a même glané une place aux dépens de Louis Mentis, le Sud-Africain, au chrono. On va passer maintenant, bien sûr, à l'homme à tout faire, Wout van Aert, qui a vraiment été le super combatif. Voilà, comme on peut le dire, l'équipier parfait. Il succède en toute logique à Franck Bonamour comme super combatif. Le bilan de Wout van Aert sur ce Tour de France. Super combatif,
3 victoires d'étape. Large maillot vert, il a battu le record de points de Peter Sagan. Il n'a même pas eu besoin de faire le sprint des Champs-Élysées, c'est pour dire. Il est dans l'équipe du maillot jaune, bien sûr. Équipier le plus important, certainement, de Jonas Vingegaard. Il a pris 5 échappées. Il a contribué, bien évidemment, du coup, aux tactiques de la Jumbo. 4 jours en maillot jaune. 4 fois deuxième, une fois troisième, 8 podiums. Voici le bilan du grand Wout van Aert. Et j'ai sélectionné quelques moments forts. Son attaque au Cap Blanc-Nez, donc du coup dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans le nord de la France, puis sa victoire du coup à Calais. Voilà, ça c'était vraiment quand même le grand moment de cette première semaine. Et voilà, cette attaque elle était merveilleuse. Son travail impressionnant lors de la 5e étape, pour que Jonas Vingegaard perde le moins de temps possible. On ne se rend pas compte, mais Vingegaard aurait pu perdre beaucoup plus de temps que ça avec cette crevaison. Et finalement, il l'a bien ramené. Ses attaques pour aller dans les échappées, parce que ses départs en tout début d'étape, c'était incroyable. Et notamment celui avec Mathieu Van Der Poel. Et sa victoire sur le contre-la-montre et son émotion à Rocamadour quand il sait que Jonas Vingegaard l'emporte. Ça, c'était vraiment incroyable. C'est un maillot vert, pas comme les autres, tout simplement. Voilà en quelques mots, comment on pourrait le décrire. Car depuis le début du siècle, voire avant, le maillot vert était grandement protégé par son équipe, hein. Voilà, on peut penser à Cavendish, à Sam Bennett, qui sont les deux derniers maillots verts. Ils étaient voilà, grandement protégés par la Deceuninck Quick-Step, même Peter Sagan avant, par la Bora. Voilà, on peut peut-être faire une petite comparaison avec Peter Sagan ou Michael Matthews qui allait souvent dans les échappées. Mais lui, en plus de cela, Van Aert, il allait chercher les points. Puis après, il était important pour les tactiques Jumbo, puisqu'il travaillait pour ses leaders et l'incarnation parfaite, et c'est un travail à Otakam que vous voyez sur ce diaporama où il a lâché de la roue un Tadej Pogacar qui est très très loin derrière. Et voilà, c'est un maillot vert qui est dans l'équipe du maillot jaune. Le dernier en date, c'est Eric Zabel, l'Allemand, qui était dans l'équipe d'un autre Allemand, Jan Ulrich, en 1997, dans une équipe allemande, Deutsche Telekom. Voilà, pour Wout van Aert, on en a parlé un peu trop vite, mais bon, c'est pour pas faire une vidéo non plus trop longue. On pourrait en parler des heures de Wout van Aert, l'homme à tout faire, l'équipier parfait. Un grand bravo à monsieur Wout van Aert. On va passer maintenant tout de suite aux belles histoires de ce Tour de France. Commençons par la victoire de Hugo Hull à Foix, 16e étape. C'est la plus belle histoire de ce Tour de France. Il a remporté sa première course World Tour avec une équipe, avec une étape du Tour de France. C'est très rare. Deuxième victoire d'étape canadienne de l'histoire sur le Tour de France après Steve Bauer en 1988. Et bien sûr, une victoire en l'honneur de son frère, décédé en 2012, percuté par un chauffard. 10 ans après, il ne l'a pas oublié, loin de là, il lui a rendu un grand hommage. Hugo Hull, comme Luis Leon Sanchez à Foix en 2012, c'était la même histoire, et un grand chapeau à Hugo Hull qui a été énorme lors de ce Tour de France. Le Tour de France, justement, la grande boucle de Magnus Cort Nielsen. Oh, il a tellement bien animé ce Tour de France. Maillot à poids, domicile d'entrée au Danemark. Puis après, il renoue avec le succès sur le Tour de France à Megève, une première depuis 2018 alors qu'il était lâché à 5 km de l'arrivée. On rappelle le scénario, il profite des tergiversations de devant pour aller gagner au sprint devant l'Australien Nico Schulz. C'est le grand animateur de la première semaine, voire même un peu de la deuxième. Par ailleurs, voilà, il a quand même été stoppé par le Covid. Ensuite, la victoire de Simon Clark à Arenberg sur l'étape des pavés. Première victoire d'étape sur le Tour de France à 36 ans pour le coureur de l'Israel Startup Nation aussi. Il était en fin de contrat avec cette équipe. Et pourtant, il est allé la chercher à la rage. Magnifique victoire d'étape de l'Australien. Lui qui n'avait plus rien gagné depuis 2020 et depuis la Drôme Classique. Vainqueur d'une étape folle où il y a eu un final incroyable. Simon Clark, c'était l'un des grands moments de cette première semaine. La victoire aussi de Bob Jungels à Châtel. Il n'avait plus rien gagné en World Tour depuis 2019. Et Kurn-Bruxelles-Kurn, une victoire synonyme de renaissance pour celui qui avait gagné à Liège-Bastogne-Liège en 2018. Son transfert chez AG2R
Citroën était considéré comme un échec, eh bien il l'a largement rentabilisé en donnant une grande émotion à Julien Georgi, notamment magnifique victoire de Bob Jungels où il était parti à près de 60 km de l'arrivée pour tenir devant un Thibaut Pinot déchaîné. Autre belle histoire, la victoire du petit Tom Pitcock est polyvalent, cyclocrossman, vététiste à l'Alpe d'Huez, la masterclass de Pedersen à Saint-Étienne, il a fait rouler Quinn Simmons, puis après il a lâché tout le monde, enfin il a lâché les grands rouleurs Kung et Ghana, puis au sprint Fred Wright et justement Hugo Hull. Masterclass du Danois, le succès de Michael Matthews, un monde aussi où il était lâché à un moment dans la montée Laurent Jalabert par Alberto Bettiol. Il l'a repris et il l'a relâché. Et aussi les 2 victoires de Jasper Philipsen à Carcassonne et aux Champs-Élysées. On va passer tout de suite à l'équipe dominante, la Jumbo Visma, elle a conjuré le sort de 2020, elle a remporté son premier Tour de France. Bravo, un grand bravo à l'équipe hollandaise, une équipe du maillot jaune différente, là aussi des années précédentes. Tactique offensive en allant dans les échappées, et pas qu'une fois, quasiment tous les jours, qui ont fait des différences au Granon et au Takam, enfin dans les grands jours, dans les jours importants. Donc du coup, qui ont fait des différences au Granon et à Otakam. Il y a bien évidemment un maillot vert et un maillot jaune dans une même équipe. Et voir un grand sprinter et un grand grappeur est une première depuis 2012, avec la Sky, qui avait Cavendish, le champion du monde, sprinter, et Bradley Wiggins, pardonnez-moi, le maillot jaune. Donc c'est quand même assez inédit. Depuis 10 ans, on se souvient d'une Sky, par exemple, qui n'avait plus fait ça, justement et qui avait écrasé les Tours de France sans sprinter. Seulement 4 équipiers autour du maillot jaune à la fin de ce tour, abandon de Roglic, Kruijswijk et Van Hooijdonk. Et ça s'est vu sur l'étape de Peyragudes où Vingegaard était totalement esselé. La Jumbo a évité une catastrophe, mais le Danois avait les jambes et il a réussi à suivre Pogacar et Brandon McNulty. 7 victoires d'étape, quand même, c'est une armada. Elle aurait peut-être pu en faire 8, mais elle a décidé de savourer aux Champs-Élysées. 3 maillots distinctifs sur 4 sur 2 hommes. Bien évidemment, il y avait eu Pogacar qui avait fait ça l'année dernière, mais c'est quand même une vraie armada cette équipe Jumbo-Visma, mais elle a procuré des émotions, alors que la troisième semaine pouvait être, avec les abandons, la revancharde d'équipe UAE aurait pu être vraiment un enfer, mais bon, voilà, la Jumbo elle a bien géré en montagne avec Benoît, un Sepp Kuss énorme et un Wout van Aert excellent. Voilà, pour encore, bien évidemment, les superlatifs ne sont pas assez importants. Kuss et Van Aert, ils étaient incroyables. Voilà, cette équipe aurait pu compter 4 leaders dans le général pour de nombreuses équipes. Vingegaard, Roglic, Kuss, Kruijswijk. Cette équipe, c'était une armada et elle a vraiment réglé la mire. On passe au bilan des autres équipes avec, voilà, ils ont réussi leur tour. UAE quand même, 3 victoires d'étape, un podium au général, un maillot distinctif avec Tadej Pogacar, Ineos, une victoire d'étape, un podium au général, même si moi personnellement j'attendais un peu plus d'eux tactiquement, qu'ils attaquent un peu plus avec plusieurs leaders. Bon, enfin, Martinez a été relégué rapidement et Yates aussi. Donc ils n'ont pas réussi tactiquement à embêter les 2 autres équipes. Dans l'ensemble, c'est un bon bilan, une victoire d'étape avec Pidcock, un podium avec Thomas. Voilà, quand il y a que 3 coureurs sur le podium, bien évidemment, quand vous y figurez, vous faites quand même un bon tour. La Groupama FDJ, voilà, on en a parlé tout à l'heure. 3 podiums d'étape, une 4e place au général. Ce collectif soudé autour de David Gaudu, voilà, on en a parlé tout à l'heure. De la Groupama, l'Israel Startup Nation, 2 victoires d'étape, surtout avec des coureurs inattendus. Il y avait des beaux coureurs, Woods, Fuglsang, Froome. Mais voilà, elle a réussi à s'imposer avec Hugo Hull et Simon Clark. Donc franchement, c'est un tour ultra réussi pour la Israel Startup. Bike Exchange aussi, 2 victoires d'étape avec un Dylan Groenewegen et revanchard et aussi un Michael Matthews qui a été énorme. Donc 2 belles victoires d'étape pour la Bike Exchange. La Trek Segafredo, une victoire d'étape et quasiment dans toutes les échappées. Voilà, c'est l'équipe qui a procuré énormément d'émotions, voilà, qui a animé souvent les débuts de course. L'Arca Samsic aussi, qui est quand même une petite équipe du peloton, mais qui s'est montrée sur tous les terrains.
que ce soit en sprint avec Hofstetter, en montagne avec Barguil et Quintana. Par contre, il y a des équipes qui ont déçu, et je pense notamment à la Quick Step, tout simplement car cette équipe, elle est très influente d'habitude, elle ne nous déçoit que très rarement, et elle d'ailleurs, elle a commencé tambour battant, avec 2 victoires, Lampart et Jacobsen, mais après elle a été transparente, et voilà, même si Jacobsen a passé les Alpes et les Pyrénées, bien dans les sprints, que ce soit à Carcassonne, à Cahors ou aux Champs-Élysées, il a été mauvais, tout simplement, et ça arrive, il y a pas, c'est pas un drame, mais c'est vrai qu'avec la Quick Step, on a l'habitude de voir la meilleure équipe du monde dans les sprints, et là on n'a jamais vu un train solide qui faisait la différence d'habitude dans les 2 derniers kilomètres de l'arrivée. Et voilà la preuve, l'illustration encore une fois aux Champs-Élysées, Sénéchal qui perd de vue Jacobsen, et Jacobsen qui fait un mauvais classement. Donc voilà pour la Quick Step. Sinon, la Movistar aussi, des tentatives d'échapper, mais encore une fois, encore et toujours des déclassements au général. Enric Mas qui a abandonné, donc pas de représentant bien classé. À la Astana, seul Lutsenko était actif, mais les autres vraiment ont été transparents. Malheureusement, le mot est peut-être un peu fort, mais une catastrophe. La Lotto Soudal, c'était une équipe constituée autour de Caleb Ewan, qui a soit roulé à l'avant du peloton en pleine, pour rien, parce qu'elle n'a pas eu de victoire, et qui a tout le temps été derrière en montagne, quasiment devant la voiture balai pour pas être méchant, enfin dans les gros pétos. Voilà, et un train quasi inexistant, il y a eu du travail, mais voilà, par exemple, on voit 2 hommes, le champion sud-africain Van Rensburg et Caleb Ewan, et bien les deux, il n'y a pas eu de connexion entre le poisson pilote et les sprinteurs, et donc il n'y a pas eu de bons résultats. Franchement, Astana, Lotto Soudal, c'est très décevant, même BNB Hotel aussi. Et Bahrain Victorious, impressionnante en 2021 avec Mohoric et Tuns, mais là, elle n'a pas été efficace dans les échappées, pour être gentil. Donc déception aussi pour la Bahreïn Victorious. On va passer rapidement à la nation dominante pour souligner, bien sûr, qu'il y a eu voilà, 4 victoires d'étape, un maillot jaune final avec Vingegaard, un départ au pays, le tout avec près de 10 Danois. Ce n'est peut-être pas une grande nation du vélo, n'était peut-être pas une grande nation du vélo avant ce Tour de France, ou pas en tout cas une très grande nation du vélo. En tout cas, elle a assurément passé un cap grâce à cette grande boucle où elle a dominé de la tête et des épaules cette édition. Cette édition, elle sera historique pour le pays. Voilà, qui a mis en valeur le Tour de France, qui a mis en lumière notamment au début avec énormément de spectateurs et de ferveur, puis après les victoires de Pedersen, Kornelsen et Vingegaard, c'était tout simplement énorme. Voilà, c'était petite parenthèse parce qu'on doit aller quand même assez vite. On va passer maintenant au Tour de France féminin. Voilà, place aux coureuses. La plus grande course du monde est enfin ouverte aux coureuses 13 ans après. Du coup, les coureuses retrouvent le Tour de France. Grand pas qui est franchi pour le cyclisme féminin, qui aura le droit à son maillot jaune. Enfin, enfin, c'est historique. Et voilà, déjà, rien qu'avoir la ferveur médiatique, comme l'a dit Marion Rousse, c'est une réussite. Pour parler du parcours, 4 étapes de plaine, 2 étapes accidentées, 2 étapes de montagne, des Champs-Élysées au Grand Est. Pour terminer avec une superbe étape à la super planche des belles filles. Premier maillot jaune de ce Tour de France, c'est la sprinteuse de la team DSM, Lorena Vibes, la hollandaise. Lorena Vibes, pardonnez-moi. Voilà, magnifique victoire. Par ailleurs, elle a nettement dominé Marianne Vos. Voilà, favorite de ce Tour de France, il y en a 4 qui se détachent. Annemiek van Vleuten, Cécilie Ludwig, Demi Vollering ou encore Marta Cavalli. Par ailleurs, il y en a 2 qui sont chez FDJ, donc il y en a une qui va travailler pour l'autre, on verra comment ça se passe. Mais côté français aussi, côté française plutôt, il y a Juliette Labousse qui va viser un top 5, donc voilà, ou encore Audrey Cordon Rago qui a porté ce maillot tricolore devant ce public. Donc on espère et on souhaite un très beau tour à nos coureuses qu'on va suivre devant la télé pendant une magnifique semaine entre le 24 et le 31 juillet. Pour parler des sportifs, bien évidemment, il faut souligner aussi la magnifique performance de notre équipe de France.
nos Bleus sont en demi-finale de l'Euro. Un magnifique match contre les Pays-Bas où elles ont tiré plus de 30 fois au but en 20 ou presque, avant un penalty obtenu par Kadidiatou Diani est conclu et transformé par Eve Périssé. Voilà, nos Bleus sont en demi-finale et là aussi, voilà, on voulait quand même faire une petite diapositive pour elles parce qu'elles le méritent, car c'est une équipe qui bosse, qui travaille dur et qui affiche un état d'esprit irréprochable. Voilà, qualité technique, présent, euh, voilà, il y a du caractère, il y a de la vitesse et elles nous ont fait vraiment plaisir contre les championnes d'Europe en titre et les vice-championnes du monde en titre. Voilà, franchement, c'était un super match, une victoire seulement 1-0, mais il y a eu au moins 8, enfin quasiment 10 grosses occasions pour vous le dire, des tirs sur le poteau, des sauvetages sur la ligne, des arrêts de la gardienne orange incroyable. Donc franchement, c'était une magnifique performance de nos Bleus qui vont jouer le plus grand palmarès du vieux continent, l'Allemagne, en demi-finale. L'autre demi-finale, ce sera Angleterre-Suède, donc la demi-finale France-Allemagne, ce sera mercredi. Un grand merci donc pour nous avoir suivis, pour nous avoir écoutés. On espère que la chaîne va continuer à se développer et que vous allez bien évidemment nous envoyer des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, vous faites comme vous voulez bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à nous donner des conseils. Ça nous fait plaisir de parler sport, de parler sport pendant l'été, et du coup parler cyclisme et Tour de France. C'était vraiment une superbe édition, une édition tellement particulière. Et personnellement, j'étais très fier de vous compter et de vous faire des bilans de la grande boucle. On espère se retrouver très prochainement. On va clairement faire tout notre possible pour continuer cet été à faire quelques activités, à trouver d'autres occupations, d'autres vidéos. Pour la suite, en tout cas, le Tour de France c'est terminé et on espère se retrouver très prochainement. Et on se dit du coup à la prochaine.